Perhaps you've heard of me. I am an artist, an inventor, and an engineer. My name is Leonardo da Vinci. Bon, n'ayez pas peur. Ce que l'on vient de voir est la bande-annonce d'une série télé américaine assez récente qui a été diffusée aux États-Unis à partir de 2013. Dans cette série, Léonard de Vinci, que l'on reconnaît avec une certaine difficulté, est un jeune homme de 25 ans très beau qui se présente comme artiste, inventeur et ingénieur. En somme, un type extrêmement doué pour tout, sauf pour éviter le danger. Évidemment, il s'agit d'un produit de l'industrie du spectacle qui suit un goût très à la mode aujourd'hui. Un véritable mélange d'action, de sensualité et d'intrigue dans une mise en scène qui évoque avec beaucoup de liberté l'Italie de la Renaissance. Devant un tel mélange de clichés, nous sommes tout naturellement amenés à nous demander comment cette nouvelle image de Léonard a bien pu remplacer l'image classique de Vinci que nous avons tous en tête. Pour essayer de répondre à cette question, il est nécessaire de passer en revue certains aspects fondamentaux du mythe de cet artiste. Bien évidemment, reconstruire avec précision l'histoire du mythe léonardien demanderait un temps infini. Pour aujourd'hui, je vous propose de vous accompagner le temps d'une balade dans l'univers mythique de Léonard en m'appuyant sur un florilège de sources différentes et, parfois, je vous préviens, un peu improbables. Le mythe de Léonard naît dans les écrits. De son vivant, Léonard apparaît déjà dans la littérature. Nombre d'écrivains ont écrit de lui, soit en le citant rapidement, soit en lui dédiant des biographies plus ou moins longues et détaillées. Les premières citations qui sont faites de Léonard le voient se confronter avec les grands maîtres du passé, selon des topos littéraires très communs à la Renaissance. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que très tôt, les termes de la comparaison ne sont plus les artistes, mais des savants et des philosophes, comme Archimède ou Pythagore. Partant de l'image du peintre raffiné et élégant, capable de jouer de la lyre et d'animer les fêtes de la cour, on passe bientôt à celle du philosophe et mathématicien sévère, aux allures d'alchimiste et des savants. Si on oublie le court éloge écrit par Paolo Giovio, et les petits chapitres de l'anonyme Gaddiano Magliabecchiano, la biographie de Léonard publiée par Giorgio Vasari dans ses vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes de 1550 est la première vraie biographie de Léonard, et sûrement le creuset du mythe de l'artiste. Dans ce texte, comme dans toutes les autres vies vasariennes, on trouve, mêlées aux faits historiques, nombre d'anecdotes visant à accroître l'importance de l'artiste, mais qui constituent en effet le noyau central de son mythe. On verra plus loin quelques-unes de ces anecdotes. Pour l'instant, concentrons-nous sur le début de la biographie vasarienne, dont je vous lis un extrait de la deuxième édition, celle de 1568. On voit souvent les plus grands dons naturellement pleuvoir du haut des influences célestes sur les corps humains, et on les voit parfois surnaturels s'accumuler sans mesure en un seul, beauté, grâce et vertu, de manière que chacun de ces actes, où qu'il se trouve, est si divin que, faisant cet homme surpasser tous les autres, il s'est fait manifestement connaître ainsi qu'il l'est, pour largesse des dieux et non comme l'acquis d'un art humain. Le monde le vit en Leonardo da Vinci, ce qui, outre la beauté corporelle, jamais assez louée, tout acte était d'une grâce plus qu'infinie, et dont la vertu fut si vaste et accomplie que, vers quelques difficultés qu'il couronna son esprit, il la résolvait avec facilité. En lui, la force immense était jointe à l'adresse, le courage et la vaillance, toujours royaux et magnanimes. Et la gloire de son nom s'étendit si loin qu'il ne fut point seulement tenu en estime de son temps, mais parvint plus encore à la postérité après la mort. De manière générale, dans la biographie de Léonard, Vasari cite seulement sa beauté corporelle, selon lui jamais assez louée, mais ne parle pas du tout de l'aspect physique de cet artiste. Cependant, dans le médaillon gravé qui illustre la seconde édition de l'ouvrage, on voit un portrait qui correspond parfaitement à l'iconographie de Léonard telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Il s'agit d'un homme âgé, avec une longue barbe, des longs cheveux, et un regard qui montre une concentration digne de l'un des plus grands maîtres de l'histoire. Si pour d'autres grands artistes de la Renaissance, tels que Michel-Ange, Raphaël, Titien ou Dürer, nous avons hérité des portraits plus ou moins fidèles, la documentation relative à l'aspect physique de Léonard est insuffisante et incertaine, et les descriptions littéraires les plus anciennes sont souvent assez laconiques. En s'appuyant sur des sources littéraires, sur l'assistance des sources littéraires, sur la beauté et la grâce de l'artiste, depuis des siècles, on a voulu reconnaître le visage de Jean Léonard dans celui de la statue de David de Verrocchio, aujourd'hui au musée de Bargello à Florence. Œuvre, celle-ci, probablement exécutée lorsque Léonard était encore un apprenti dans l'atelier du maître florentin. Pendant des siècles, et malheureusement encore aujourd'hui, les historiens de l'art se sont longtemps attardés sur les œuvres de l'artiste pour y reconnaître son autoportrait caché à droite et à gauche. Par exemple, dans l'adoration des mages des offices, on a voulu voir son autoportrait d'abord dans le personnage qui regarde en dehors du tableau au premier plan, et ensuite dans celui aux allures d'architecte à l'arrière-plan au pied de l'escalier. Voici ensuite une petite sélection des dessins de Léonard, des œuvres de proportion conservées à Windsor. Ensuite, le fameux homme de Vitruve, ou encore un dessin avec un vieillard assis dans un paysage, absorbé par une profonde et mélancolique réflexion. Autant d'œuvres où on a imaginé Léonard s'auto-représenter, comme si on se trouvait devant les selfies d'un homme de la Renaissance. Bien évidemment, on pourrait ajouter d'autres dessins du maître à cette série d'autoportraits présumés. On a même proposé de considérer la Joconde comme un autoportrait en travesti de Léonard. Mais au-delà des spéculations plus ou moins intelligentes, c'est lui qui s'est imposé dans l'imaginaire collectif comme l'autoportrait officiel de Léonard et ce dessin à la sanguine, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque royale de Turin. Ridé, chauve, édenté et avec un nez tordu, cette effigie, réapparue seulement au début du XIXe siècle, rappelons-nous ça, a eu un succès incroyable. Aujourd'hui, on la trouve reproduite partout. Elle a inspiré les portraits les plus récents de Léonard, peintures, plus ou moins réussies, sculptures, mais aussi caricatures, ou encore le street art. Cette image de Léonard est progressivement rentrée dans la vie quotidienne des gens, aussi à travers sa reproduction sur les billets, voilà les anciennes lyres italiennes, les albums d'autocollants et les BD pour enfants, dans les films, plus ou moins sérieux aussi, et dans la publicité plus ou moins ingrate. Et voici un dernier exemple au théâtre. Celui-ci est le costume de scène d'une pièce dédiée à la vie de Léonard de Vinci, récemment passée sur scène à Londres, Milan et New York. Mais revenons au dessin de Turin. Malgré son succès iconographique et la valeur qu'on a voulu attribuer à ces dessins, les spécialistes et connaisseurs de Léonard de Vinci, qui n'ont jamais douté de l'originalité de cette feuille, l'ont daté des années 480-490, c'est-à-dire lors du premier séjour milanais de l'artiste. Or, à cette époque, Léonard avait une quarantaine d'années. Et il aurait donc difficilement pu avoir cet aspect-là. Il s'agirait donc d'une simple étude pour une tête de vieillard, peut-être pour la scène de Milan. Du coup, l'interprétation qui a été faite de ce dessin doit être remise en question, d'autant plus que ce dessin, accueilli comme l'effigie officielle de l'artiste seulement à partir du XIXe siècle, était, comme on l'a dit, pratiquement inconnu auparavant. Quelle est donc l'aspiration du portrait gravé et qui illustre la vie de Léonard dans les biographies vasariennes? Cette image dérive probablement d'un autre dessin à la sanguine. Celui-ci est aujourd'hui conservé dans les collections royales britanniques et il est attribué à un élève de Léonard, peut-être le cher Francesco Melzi, le dernier disciple du maître et l'un de ses collaborateurs les plus intimes. Il faut dire aussi que Vasari cite un portrait de Léonard chez Melzi dans la deuxième édition de son ouvrage.
Ces dessins, probablement, inspirent aussi l'effigie de Léonard de l'ancienne collection qui ornait la résidence de Paolo Giovio sur le lac de Côme. Nous n'avons aucune trace de ce tableau, aujourd'hui malheureusement perdu. Toutefois, on le connaît grâce à une copie, celle-ci, exécutée par le peintre florentin Cristofano dell'Altissimo dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et aujourd'hui conservée aux archives d'État de Florence. Cette effigie eut un succès iconographique très important, au moins jusqu'à la redécouverte du dessin de Turin. Le portrait littéraire de Léonard montre un personnage qui sort de la normalité, tant dans son aspect aussi bien que dans ses habitudes quotidiennes. Un exemple est offert par le voyageur florentin Andrea Corsali, qui, en décrivant le régime alimentaire d'une population indienne dans une lettre adressée à Julien de Médicis en 1515, rappelle le végétarisme de Léonard. Il est clair que l'étrangeté de Léonard était bien connue et que l'on en parlait déjà à son époque. Malgré la magie qu'exerçait son esprit exceptionnellement fertile et inventif, la personnalité de Léonard était tout aussi mystérieuse pour ses contemporains qu'elle est restée pour nous aujourd'hui. Ses habitudes non conformistes, citées à plusieurs reprises, notamment par Vasari, ont dû fortement accroître l'impression de son étrangeté et envelopper Léonard de mystère. Bizarre pour son époque devait être aussi son aspect vestimentaire, si l'on croit l'anonyme Magliabecchiano, auquel on doit peut-être la première description physique de l'artiste. Autour de 1540, l'écrivain anonyme souligne la manière extravagante dont il s'habillait, ainsi que sa beauté gracieuse et proportionnée, marquant notamment la bella cappellaia e inanellata e ben composta, c'est-à-dire la belle et longue barbe et les longs cheveux bien soignés, qui arrivaient jusqu'au milieu de sa poitrine. Cet élément a été cité aussi par un autre biographe de Léonard, le peintre et écrivain lombard Giovanni Paolo Lomazzo, selon lequel Léonard avait un visage avec des longs cheveux, des cils et une barbe aussi longue qu'il semblait l'image même de la vraie noblesse des études, comme étaient déjà autrefois les druides Hermès ou le vieux Prométhée. Voici donc l'image de Léonard artiste déjà abandonnée en faveur d'une nouvelle image, celle du savant de l'Antiquité et du philosophe, selon une conception qui a probablement conduit non seulement à reconnaître son portrait dans l'un de ses œuvres de la Renaissance, c'est-à-dire l'école d'Athènes de Raphaël, mais qui a aussi inspiré une image totalement idéalisée de Léonard qui a traversé les siècles. Voilà, nous venons de voir qu'au fil des siècles, le mythe de Léonard a d'abord été véhiculé par le portrait de Léonard lui-même, même si, encore une fois, là-dessus, il y a encore beaucoup de suppositions. Paradoxalement, c'est parce qu'on ne connaît pas le vrai visage de Léonard de Vinci qu'une telle exposition des portraits de lui a été rendue possible. À partir du XIXe siècle, avec la redéfinition des histoires nationales, on s'est de plus en plus intéressé aux mythes des grands hommes, dont Léonard, et on a commencé à mettre en scène les épisodes les plus importants de sa vie, tels qu'ils sont relatés par les biographes anciens de Léonard, et notamment d'après les textes de Vasari. Cette profusion de tableaux et dessins les représentant a été particulièrement riche dans les deux pays où Léonard a vécu et travaillé, c'est-à-dire l'Italie et la France. Molto più bello. Ma lo sai che il tuo angelo è 100 volte più bello dell'angelo di quell'altro angelo dipinto da Maestro Verrocchio? 100 volte di più. Forza, figlioli! Dai, su, venite, no? Vi aspettiamo! Su, figliole, venite! Figliole, vi perdete una grossa... Ma che fate lì, mascalzoni fannulloni? Saiusino, te sarai sempre un becero! E anche te, Botticelli, vai a lavorare! Sei sempre a fare il chiasso! Basta che io manchi un minuto! Via! Via! Aspetta. Così è meglio, eh? Molto meglio. Meglio dell'angelo che ho dipinto io. 100.000 volte meglio. Vai, vai. Quel bischero c'ha ragione. Vai, su, lavora, lavora!
Avanti con quella forgia! Dans cet extrait vidéo tiré d'une série italienne réalisée au début des années 70, avec Philippe Leroy dans le rôle titre, nous voyons le jeune Léonard dans l'atelier de son maître, André del Verrocchio. Léonard participe à l'exécution d'un tableau de Verrocchio ayant pour sujet le baptême du Christ. Dans cette vidéo, on voit un de ses camarades, dans ce cas-là le jeune Lorenzo Di Credi, qui remarque la supériorité de l'ange peint par Léonard face à celui réalisé par son maître. On voit donc ce dernier recevoir cette sentence et, avant d'en reconnaître la vérité, crier pour passer sa rage sur les élèves. Selon Vasari, après cet épisode, Verrocchio ne voulut plus jamais toucher un pinceau. Cela ne correspond pas du tout à la réalité, car on sait bien que Verrocchio continua à peindre. Cependant, cet épisode inspira plusieurs tableaux au XIXe siècle, dont je vous montre ici quelques exemples. La ville italienne probablement la plus marquée par l'activité de Léonard de Vinci est Milan, où le maître toscan séjourna une première fois entre 1482 et 1499 et d'une deuxième fois entre 1508 et 1513. La culture artistique lombarde a toujours été particulièrement influencée par la figure de Léonard, et le monument que Pietro Magni lui dédia en 1872, témoigne de la profonde reconnaissance des Milanais pour l'artiste et rappelle toute l'activité de Léonard dans la ville, en qualité d'architecte, d'ingénieur, peintre et sculpteur. Le monument de Pietro Magni est seulement l'une des dernières représentations dédiées aux travaux milanais de Léonard. Nous voyons donc ici toute une série de tableaux, dessins et gravures qui montrent un Léonard courtisan ingénieur et peintre de la célèbre scène au couvent des Grâces. L'imagination des artistes du XIXe siècle a voulu ensuite mettre en scène aussi les aspects les plus intimes de la vie de Léonard. On le voit donc participer au deuil de Ludovic pour la mort de sa femme Beatrice d'Este, mais aussi contribuer à la formation d'une nouvelle école d'art lombard comme maître d'un grand atelier. Parmi les différents aspects de Léonard artiste, celui de Léonard portraitiste a toujours passionné les artistes du XIXe siècle. Les voici donc à la cour de Milan, en train de portraiturer la femme de Ludovico Sforza et réaliser un tableau qui aujourd'hui n'est plus attribué au maître. Et bien évidemment, on le voit exécuter les portraits les plus célèbres de l'histoire, la Joconde. Je vous laisse le temps de prendre des photos si vous voulez. Cette œuvre, que l'on retrouvera plus tard, devient le prétexte, pas cette aussi la Joconde, que l'on retrouvera plus tard, devient le prétexte aussi pour introduire dans l'iconographie de l'artiste d'autres grands maîtres de la Renaissance, comme Raphaël, que Pérugin accompagna voir la Joconde à Florence et qui, selon la tradition, se mit à pleurer en la voyant. Léonard eut l'occasion de retrouver Raphaël à Rome, à la cour du pape Léon X, où il retrouva aussi un autre confrère, Michel-Ange. Selon Vasari, mais aussi selon l'anonyme Magliabecchiano, les rapports entre Léonard et Michel-Ange étaient un peu tendus. Mais le mythe de la concurrence des deux artistes, perpétué au fil des siècles, dans une légère mesure, est arrivé jusqu'aujourd'hui. Et le voilà donc évoqué dans un manga tout récent où Léonard et son rival sont représentés au plein milieu d'une compétition de triathlon. Toute plaisanterie mise à part, l'engouement de l'histoire pour Léonard est sûrement lié d'abord à ses voyages, mais aussi à ses rapports privilégiés avec les puissants de son temps.
Le voici donc représenté sur l'ancien rideau de scène du théâtre de Cesenatico avec Cesare Borgia, dont il fut conseiller militaire, et en compagnie du roi de France, François Ier. Léonard et François Ier s'étaient rencontrés pour la première fois à Bologne en 1515, à l'occasion du concordat entre le roi et le pape Léon X. À la mort de Julien de Médicis en 1516, Léonard accepta l'invitation de François Ier et quitta l'Italie pour la France, où il devint premier peintre, architecte et mécanicien du roi. Les intérêts de Léonard pour toutes les facettes du savoir, son caractère instable et son incapacité à se concentrer sur un seul sujet sont remarqués à plusieurs reprises par ses contemporains, qui déjà constatent à quel point cela dessert sa peinture. D'ailleurs, c'est également du Léonard philosophe qui se passionne à l'élite culturelle et aristocratique française qu'il accueillit à partir de 1516. Emblématique, le témoignage de l'imprimeur, libraire et humaniste Geoffroy Tory, qui dans son Champfleury, un ouvrage de 1529, décrit Léonard comme un très excellent philosophe et admirable peintre et quasi un autre Archimède, un grand magicien. Les dernières années de la vie de l'artiste dans un pays étranger et sa position privilégiée auprès du roi ont contribué énormément à la formation du mythe de Léonard lui-même, notamment dans son pays d'adoption, la France. Nombre d'écrits ont été publiés à ce sujet, écrits qui, à leur tour, ont influencé le théâtre. Voici donc la couverture d'une pièce de Jules Verne dédiée à un rapport d'amour présumé entre Léonard et Mona Lisa, une pièce qui date de 1874. Ou encore l'affiche d'un des tout premiers films dédiés à Léonard, Le tragique amour de Mona Lisa, la Joconde, d'Albert Capellani, film de 1912, qui relate de manière très romancée les amours de François Ier pour la belle ferronnière et la Joconde. Et enfin, 2 maquettes de costumes d'Hippolyte Lecomte pour un opéra de Prosper de Ginesté, donné le 15 mars 1830 par l'Académie royale de musique au Théâtre de l'Opéra, François Ier à Chambord. La pièce en 2 actes se déroule dans la résidence royale de Chambord en 1516, c'est-à-dire 3 ans avant le début des travaux de construction du château. Le livre raconte cette fois-ci l'amour d'un Léonard de Vinci bizarrement jeune, vous le voyez, pour Carina, une femme de la cour dont le roi est à son tour épris. Malgré les nombreuses imprécisions historiques, toutes ces œuvres témoignent, 3 siècles après la mort de l'artiste, de la profonde admiration du roi de France pour le maître italien, admiration qui est attestée par plusieurs sources anciennes. Benvenuto Cellini, par exemple, dans son discours de l'architecture, rapporte que François Ier ne croyait pas qu'aucun homme possédait autant de connaissances aussi bien en sculpture qu'en peinture ou en architecture que Léonard, qui était de ce fait un très grand philosophe. Mais c'est Vasari, notamment dans son récit de la fin de la vie de Léonard, qui posa les bases pour la définitive consacration de ce mythe. Je vais vous montrer maintenant un autre extrait de la série télé italienne que l'on a vu tout à l'heure, qui suit la narration de Léonard, la narration de la mort de Léonard faite par Vasari. Il re. Aspetta là. Che c'è? È il re. Aiutatemi. Le roi. Oh, mon ami. Maestà, Non, 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 ne bougez pas. io... Et ne vous agitez pas. Sire, Eh bien donc, mon ami, come state? pensavo... Quante cose non fatte, studiate, incominciate. Quante cose che avete fatto, invece? Quante cose non fatte, incominciate e mai finite. Quanti studi, l'anatomia, gli studi di peso e moto,
il trattato sulla pittura. Mais non, vos tableaux sont des chefs-d'œuvre. No, no. Eppure Dio m'aveva dato incominciate. Incompiute. Mon ami! Maestro! Il est mort. Voilà. On lit chez Vasari qu'à la fin, devenu vieux, il fut malade pendant de nombreux mois et, se voyant voisin de la mort, il voulut s'informer avec diligence de la doctrine catholique et de la voie bonne et de la sainte religion chrétienne. Puis, avec force pleurs, confessé et contrit, bien qu'il ne pût se dresser sur ses jambes, il voulut, se tenant au bras de ses amis et serviteurs, dévotement recevoir le très saint sacrement en de son lit. Le roi survint le voir, qui souvent avait coutume d'aller l'ameublement visiter. S'étant pour cette raison, par révérence, redressé asséant sur le lit, en lui contant son mal et les accès de celui-ci, il manifestait en même temps combien il avait offensé Dieu et le monde pour n'avoir point œuvré dans l'art ainsi qu'il convenait. Il lui vint alors un paroxysme, messager de la mort. C'est ainsi, le roi s'étant levé et lui ayant pris la tête pour le secourir et montrer sa faveur, afin que le mal fût allégé, que son très divin esprit, connaissant ne pouvoir obtenir plus grand honneur, expira dans les bras de ce roi. Bien des siècles après la mort de Léonard, l'étude des documents historiques a démontré qu'au moment du décès de l'artiste, c'est-à-dire le 2 mai 1519, François Ier ne se trouvait pas du tout au château de Cloux à Amboise, mais à Saint-Germain-en-Laye. Cependant, cette belle image de l'artiste, vieux et malade, qui meurt dans les bras du roi de France, autant dire l'homme le plus important de son époque, a fasciné toute une génération d'artistes qui ont reproduit ce sujet à l'infini, comme dans les tableaux que nous sommes en train de regarder. Après cette promenade à travers les nombreuses représentations de Léonard de Vinci qui ont été produites entre le XVIe et le XIXe siècle, vous voyez que l'ampleur du mythe de cet artiste est déjà assez impressionnante. Mais parmi les artistes du passé, très peu ont joui d'une vénération comparable à celle que le XIXe siècle a assurée à Léonard de Vinci. La profusion des tableaux figurant Léonard dans les bras de François Ier que l'on vient de voir, le nombre de portraits le représentant au sommet de sa gloire en tant qu'artiste, comme dans les cas suivants, l'hémicycle de l'École des Beaux-Arts de Paris, peint par Paul Delaroche dans les années 1840, l'apothéose de la Renaissance au Kunsthistorisches Museum de Vienne, ou bien, toujours à Vienne, une nouvelle effigie de l'artiste en train de peindre l'un de ses tableaux perdus. Dans toutes ces représentations, Léonard incarne l'image de l'artiste par excellence. Ce phénomène, ce véritable succès iconographique, s'inscrit tout naturellement dans la culture du XIXe siècle. En effet, c'est un moment d'intense relecture du passé, de formation des histoires nationales et de restauration des faces d'antan. Il est donc assez normal que la popularité de Léonard ait grandi en parallèle au regain d'intérêt pour certains protagonistes de l'âge d'or. Et parmi les hommages qui lui ont été rendus, particulièrement importante est la présence de son effigie sur la couverture du premier numéro de la Gazette des Beaux-Arts en 1857. Toujours en France, dans le champ de la littérature, un florilège d'ouvrages, romans, poèmes, aussi bien que pièces de théâtre, produits par la jeune génération de lettrés nourris de symbolisme, de décadentisme et d'exotisme, participa aussi de ce phénomène et consolida à son tour le mythe de Léonard. Parmi ces écrivains, il faut citer au moins Théophile Gautier, Arsène Houssaye et Paul de Saint-Victor, auteurs en 1864 des dieux et des milieux de la peinture, à gauche, ou bien les délires de Jospin Péladin,
à droite, mais aussi les poèmes de Charles Baudelaire ou bien d'autres. Tous, apparemment, ont vu en Léonard et dans ses inventions un expédient pour leur création personnelle ou bien une icône sur laquelle projeter leur propre obsession. Léonard devint donc toujours plus dans l'imaginaire collectif cet homme doué de connaissances et de pouvoirs exceptionnels, mi-artiste, mi-magicien, que le symbolisme européen exalta. L'interprétation du personnage vire du coup vers une lecture totalement anhistorique. De nombreuses études donnent de Léonard une interprétation presque faustienne. On voit Léonard à la tête d'une académie ésotérique, on le voit voyager en Orient à la recherche des doctrines secrètes. Il s'agit donc d'une image qui n'a rien à voir avec le personnage historique, mais qui, au contraire, a beaucoup d'éléments en commun avec le protagoniste de la série américaine qui a ouvert cette séance. Le regain d'intérêt pour Léonard à la fin du XIXe siècle est lié aussi à la traduction des manuscrits de l'artiste, notamment en France, conservés à la bibliothèque de l'Institut de France. Si d'un côté, cela a permis de reprendre des études historiques et favorisa une compréhension critique de l'artiste, de l'autre côté, cela ouvre le monde secret de Léonard à un public plus vaste d'amateurs. C'est ainsi que Léonard devient le protagoniste des premiers best-sellers du XXe siècle, comme dans le cas du roman de Merejkovsky de 1901, qui, à son tour, quelques années plus tard, inspira la première interprétation psychanalytique de Léonard par Sigmund Freud. Le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci participe à la définitive consécration du mythe de l'artiste et cristallise complètement l'image de Léonard sur celle du génie. Léonard devient ainsi, pour utiliser les mots de Freud lui-même, l'homme qui se réveille trop tôt alors qu'il fait encore obscur et que tout le monde dort encore. L'image de Léonard comme génie hors de son temps survit encore aujourd'hui et parfois cette représentation d'un Léonard totalement prisonnier de son génie, voire d'éternel incompris, porte au ridicule. Voici donc une BD qui montre un Léonard tellement génial qu'il invente la première voiture. Malheureusement, personne n'a encore inventé les stations-service. En parallèle à ce processus de mythification de Léonard et de son œuvre, on assiste déjà à la fin du XIXe siècle à un autre phénomène, celui de la démythification entamée d'abord par la presse à l'occasion d'événements plus ou moins anecdotiques et qui sera repris ensuite par les avant-gardes artistiques. Léonard et ses œuvres entrent aussi dans l'imaginaire populaire à travers la télé et le cinéma, comme on le voit avec le film « On a volé la Joconde » de Michel Deville en 1966, ou encore dans cet autre film où on ne l'imaginerait jamais être convoqué, le Rocky Horror Picture Show de 1975. Léonard devient un phare personnage totalement improbable dans des comédies légères comme Non ci resta che piangere du couple d'acteurs comiques Benigni et Troisi de 1984. Ingegneri! Treno! No, piacere, mamma. No. Per carità! 33, 33 e 33. La diffusion du mythe léonardien au XXe siècle est accompagnée par la parution d'un nombre inusité d'études critiques, mais aussi d'ouvrages, documentaires et dessins animés de vulgarisation. Bon, eh bien, si ça ne leur plaît pas, on va faire autre chose. Architecture, anatomie, art militaire, mécanique, génie, technique spatiale, géométrie, instruments de musique. Cette vulgarisation, malgré les efforts des chercheurs et historiens, nous montre toujours Léonard totalement fidèle à son image de vénérable philosophe que lui prête la tradition.
Ainsi, ces traits physiques, les longs cheveux et la longue barbe blanche, peuvent à la fois représenter Léonard lui-même ou bien n'importe quel autre savant, comme dans le dessin ci-contre. Ces formes de vulgarisation contribuent probablement en quelque sorte à la survivance des interprétations 19e de Léonard. Dans le personnage de Léonard, l'artiste n'intéresse presque plus, et ce qui retient l'attention du public, c'est plutôt le mystère du personnage, qui en fait le protagoniste parfait de thrillers pour enfants et adultes. Parfois même, en clignant de l'œil à la sexualité de l'artiste. Preuve en est cette citation. Vinci, génie visionnaire, était aussi un homosexuel flamboyant et un adepte du culte de l'ordre naturel divin, deux particularités qui le mettaient, pour l'Église de son temps, en état de péché perpétuel. Qui plus est, les excentricités inquiétantes du grand savant n'avaient pas manqué de projeter sur le personnage une aura démoniaque. Il exhumait des cadavres pour étudier l'anatomie, tenait de curieux journaux en écriture inversée, pensait connaître le secret alchimique de la formation du plomb en or et prétendait avoir mis au point un élixir de longévité, presque un défi à Dieu. On trouvait dans ses inventions d'étranges armes de guerre et de torture. À votre avis, d'où est tiré cet extrait ? Devant les Da Vinci Code, que ce soit le film ou le livre dont il s'inspire, qui reprend tous les clichés du mythe, on a l'impression d'être toujours au début du XXe siècle. Nous avons probablement seulement ajouté un peu de technologie, mélangé avec une pensée de science-fiction, et voilà un Léonard qui n'est plus du tout un être humain, mais qui devient une véritable créature légendaire, comme on les décrit dans ces jeux de cartes pour enfants, ou bien encore dans cette BD de Marvel, un des super-héros de la culture contemporaine. Icône de la recherche scientifique, emblème idéal du futur, par ses inventions les plus incroyables et ses projets les plus visionnaires, Léonard inspire toujours les sciences, notamment au Japon, où une équipe de l'université d'Osaka a récemment construit cet automate tout à fait fidèle à l'image que l'on a de Vinci. Si vous passez par Milan d'ici dimanche prochain, je vous invite beaucoup à aller le voir au Musée des sciences et de la technologie pour lui poser directement toutes vos questions sur l'avenir. Oh, mi viene anche da divertirmi. Sì, è divertente. Oh, solo che in questo momento mi sono un po' diffidente di tutte codeste persone. Vedo che tenete in mano degli apparecchi particolari, molto strani. Ciò mi sorprende, quasi fossero dei cattura-ritratti. Oh, spero che stiate catturando lo mio volto. Come vedete, sono parecchio oggi con barba lunga. En conclusion, on peut dire que malgré les processus de démythification et de désacralisation qu'ont tenté à plusieurs reprises de briser le mythe de Léonard, ces tentatives n'ont abouti qu'à multiplier les effets. Le maître toscan continue d'être considéré comme le prototype du génie de la Renaissance, dont l'esprit exceptionnel a exploré tous les champs du savoir et anticipé les développements des sciences modernes. Merci de votre attention.